presse culturelle du jour signée de Patrice Rodnen. Et nous commençons avec des gens que nous connaissons. Oui, mais dont on ne connaît pas le visage. Vous allez comprendre, c'est dans le Parisien ce matin. D'abord, il y a eu L'Amie prodigieuse. C'est le titre d'un roman. Ensuite, le tome 2, intitulé Le nouveau nom. Puis le tome 3, Celle qui fuit et celle qui reste. 3 tomes, 3 succès planétaires, 5 500 000 exemplaires vendus sur la planète. En gros, c'est le Harry Potter de la littérature adulte. Alors, je vous fais le pitch. Ça commence par l'histoire d'Elena et de sa meilleure amie, une fille surdouée. Ce sont 2 femmes nées dans les années 50, dans un quartier pauvre de Naples. Et à travers leur vie, eh bien, se construit une fresque, une histoire qui nous parle de la lutte des classes, qui nous parle du fascisme, qui nous parle de la condition des femmes, qui nous parle de la libération sexuelle. Et alors, l'auteur de tout ça s'appelle Elena Ferrante. Et c'est pour ça que je vous disais, on a un nom, mais on a très connu, mais on n'a pas de visage, parce que cette femme, eh bien, c'est un mystère. On ne sait pas qui c'est. Elle cartonne dans les librairies, mais elle utilise un nom d'emprunt. Et elle le fait d'ailleurs pas depuis le succès de ses 3 ou 4 derniers livres. Elle le fait depuis 1991, année où elle a sorti son premier livre, donc sous ce nom, Elena Ferrante. D'ailleurs, on se demande, de l'autre côté des Alpes, tout comme en France, si c'est une femme ou pas, parce qu'on peut s'appeler Elena, mais on ne sait pas qui il y a derrière. Et alors les journalistes transalpins cherchent, et c'est Parisien qui nous raconte ça ce matin, et ils ont déniché, alors on ne la connaît pas, mais elle est assez connue en Italie, une traductrice romaine. Oui, alors c'est un journaliste italien qui l'a trouvé. Dont le mari est écrivain napolitain. Oui. Qui est né la même année que l'auteur, et ils se disent c'est peut-être lui, pourquoi ? Parce que le niveau de vie du couple, la traductrice et le romancier, a augmenté. Et ça, les journalistes Et il a fait une s'en sont aperçus. investigation, il s'est dit que ça correspond dans les dates au fait que tout d'un coup, elle vit mieux, elle et son mari, parce qu'évidemment, il a vendu beaucoup de livres. Alors, mais peu importe, on ne sait pas qui c'est, et puis c'est très bien comme ça. Et d'ailleurs, c'est génial, dit Olivia, qui évidemment a déjà parlé de ce livre-là. Et d'ailleurs, elle dit c'est très bien comme ça, je ne dévoilerai pas mon nom, parce que très souvent, les critiques jugent les livres en fonction de Alors, l'auteur. elle n'a pas démenti. Ouais. Elle n'a pas dit c'est pas moi, elle n'a pas dit c'est moi. Alors elle dit rien pour l'instant. Hein, c'est peut-être Olivia, allez savoir. Non, elle sait pas. Non, mais Les livres sont extraordinaires. Ah, les 3, ouais. Quoi Alors, d'autre ? tout autre chose, un grand peintre maintenant, Picasso, on reparle de lui, on parle souvent de lui, et le Figaro d'ailleurs s'interroge sur les raisons du succès de Picasso, mort en 91. Alors pourquoi son succès ? Peut-être parce qu'il a une carrière... Mort à l'âge de 91 ans, et donc qui a une carrière plus qu'octogénaire, en quelque sorte, puisqu'il a fait son premier tableau à 8 ans. Alors, pourquoi ce succès ? Peut-être parce qu'il était très prolifique, donc avec lui c'était le renouveau perpétuel, et que c'est en fait un artiste contemporain par excellence. Et alors, si on parle de lui en ce moment particulièrement, c'est parce on célèbre le 80e anniversaire de Guernica, tableau fait en 1937. Je vous rappelle que le 26 avril 1937, l'aviation nazie et l'aviation de Mussolini bombardent le petit village basque de Guernica, dans le nord de l'Espagne. Tout ça pour aider les nationalistes espagnols. Il y aura 1600 morts. Et Picasso, quelques semaines seulement après ce bombardement, accouche de cette fameuse toile Guernica, à la demande d'ailleurs du gouvernement espagnol à l'époque, pour qu'elle soit exposée à l'exposition universelle de Paris. Pendant très longtemps, le tableau sera au musée d'art moderne de New York, et Picasso dira lui-même « Je ne veux pas qu'il revienne en Espagne tant que Franco sera vivant ». Franco est mort en 1975, le tableau a attendu quelques années avant de revenir, puisqu'il est revenu en Espagne en 1981. On peut donc aujourd'hui le voir à Madrid, et tous les étudiants l'ont étudié, si je puis dire, tous les écoliers l'ont vu, et on retiendra notamment que le taureau symbolise la brutalité, alors que le cheval, lui, symbolise le peuple dans ce tableau. Tout le détail est dans le Figaro ce matin. Le livre du jour, c'est aux éditions Taschen. Attention, c'est intéressant, je vais faire un jolou du côté de Chalais que j'affrais. C'est le Art Record Covers, l'anthologie exceptionnelle de toutes les pochettes de disques qui ont été signées par des artistes entre les années 50 et aujourd'hui. Donc on croise des graffitis de Banksy, le papillon épinglé de Dali, Basquiat. Du travail de Jean-Michel Basquiat, effectivement, Keith Haring, absolument. Et puis aussi, il y a les pochettes cultes, comme celle des Beatles, Sgt Pepper, ou celle de Patti Smith à gauche. Alors celle des Beatles, c'est intéressante parce qu'on y voit tout un
tas de figures contemporaines, en tout cas à l'époque, Karl Marx, etc. Il faut savoir que les 4 Beatles avaient demandé à ce qu'il y ait le visage d'Hitler sur cette figure. Et le label, à l'époque, a refusé. Je pense qu'il n'a pas été si mal inspiré que ça, en refusant. Dernière couverture amusante que l'on trouve dans ce livre, celle de Chris Cunningham, qui est présenté comme le cyberpunk, chantre de la théorie post-humaine. Regardez ce que ça donne. Chantre de la théorie post-humaine. Oui, voilà, il y a les humains, et puis après les humains, et ça donne ceci. Un beau barbu, mais pas que. Merci beaucoup.